Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Ke Hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière qui fait suite aux 2 émissions spéciales réalisées en compagnie de Lisa Dufaux lorsque nous sommes allés dans le village de Tuban pour la cérémonie des 5 ans. Donc je vous renvoie à ces émissions si vous ne les avez pas encore écoutées. Ke Hui est donc une femme âgée rencontrée dans ce village. La première image d'elle que j'ai eue, c'était une femme très belle et souriante avec une couronne de fleurs sur la tête et une caméra tout à fait moderne à la main. Un peu plus tard, alors qu'elle discutait avec un monsieur qui n'était visiblement pas du village, en tout cas qui portait pas les habits traditionnels Paiwan, j'ai entendu qu'elle disait avoir travaillé avec l'anthropologue taïwanaise et réalisatrice de documentaires Hu Tai-li. Et donc ça a tout de suite attiré mon attention. Plus tard, nous avons eu l'occasion de l'interviewer. Alors, pour ouvrir la discussion, nous lui avons montré une photographie d'elle jeune qui a été publiée dans un livre sorti tout récemment qui reprend les archives d'un linguiste et anthropologue américain, Raleigh Ferrell, qui avait vécu dans le village de Tuban dans les années 1968 à 70. Voici donc sa réaction en découvrant sa photo. Je croyais que c'était quelqu'un d'autre sur la photo. En voyant le nom, j'ai réalisé que c'est moi. Je portais les vêtements de ma mère. C'était en 1968. Je revenais juste d'école catholique de Kaohsiung. Je ne connaissais pas grand-chose. Sur une autre image, je suis avec une Allemande, Inès de Beauclerc. Il n'y avait pas encore de route à l'époque et elle et Raleigh Ferrell devaient marcher dans la montagne. Il y avait un passage dangereux. Zhu Zhensheng l'a portée sur son dos. Elle avait un ruban noir dans ses cheveux qui a été pris dans des herbes. Et en arrivant de l'autre côté, elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu. Alors Zhu Zhensheng est retourné le chercher. Inès de Beauclerc est une Allemande née en 1897 et décédée en 1981, qui avait fait des études en anatomie et anthropologie, et elle avait beaucoup travaillé sur les minorités en Chine d'abord dans les années 30 et 40, et puis à Taïwan, où elle a travaillé pendant 18 ans à l'Academia Sinica. C'était la première occidentale à y entrer. Elle a travaillé sur plusieurs peuples autochtones, notamment les habitants de l'île des Orchidées, les Yamé, et en 1968, alors qu'elle avait donc 70 ans, elle est allée à Tuban en compagnie de Raleigh Ferrell, qui lui avait 35 ans. Et ce voyage dans le village de Tuban était justement pour la cérémonie des 5 ans. Raleigh Ferrell est un linguiste et anthropologue américain dont nous reparlerons dans une autre émission plus en détail, qui a conduit une étude de terrain dans ce village où il a notamment recueilli des histoires en langue paiwan. À ce moment-là, Ke Hui travaillait à la mission catholique du village de Dashi, situé en contrebas de Tuban, et elle venait juste de terminer ses études. Elle se rappelle que lorsque Ferrell a voulu s'installer à Tuban, on lui a laissé une petite chambre de l'église qui avait une toute petite table et c'est là qu'il travaillait avec Zhu Zhengui, un jeune du village qui avait alors 16 ans et qui le suivait partout et participait à ses travaux. Comme il travaillait à l'église, il avait collé le système d'écriture Paiwan sur le mur. J'ai observé comment il employait les lettres pour écrire notre langue et comme avant, j'avais appris à écrire le Minnan en alphabet latin. Les prêtres nous l'avaient enseigné. J'étais déjà très familière avec cette écriture et j'ai pu tout de suite commencer à l'employer. Au début, j'utilisais son système d'écriture pour aider à retranscrire les histoires, les récits que ma mère racontait. Ensuite, Ferrell est parti très soudainement. Il a dit qu'il devait rentrer. Je ne sais pas pourquoi. Il voulait vendre sa machine à écrire de la marque Brother pour $1000 taïwanais. Il allait avoir besoin d'argent à Taipei. À ce moment-là,
Le prêtre a acheté la machine à écrire et me l'a donnée. Elle est toujours chez moi. Ma maison est une petite maison à l'est du village. Et cette machine à écrire est très importante pour la suite de l'histoire de Kerhui, puisqu'elle a travaillé en collaboration avec d'autres personnes qui se sont intéressées à la culture païwane, que ce soit un prêtre comme Egli, Hans Egli, qui a écrit une grammaire du Païwan, ou que ce soit une anthropologue taïwanaise comme Hu Li. Alors je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais Hu Li était une pionnière du cinéma ethnographique et une anthropologue mondialement reconnue. Elle est née en 1950 et décédée en mai 2022. Et elle a réalisé de nombreux documentaires qui ont inspiré et nourri les recherches sur les communautés autochtones de Taïwan, les groupes ethniques et les questions de genre. Hu Li était aussi la directrice de l'Institut d'ethnologie à l'Academia Sinica et présidente du Festival international de films ethnographiques de Taïwan. Son documentaire The Return of the Gods and Ancestors, Taiwan 5-Year Ceremony, a été présenté en France lors du festival du cinéma Les Femmes de Taïwan font des vagues, dont nous avions déjà parlé, c'était fin septembre, début octobre, avec 30 films de 30 réalisatrices taïwanaises. Et Clément et moi avons notamment interviewé quelques-unes des réalisatrices qui ont participé à ce festival. Voilà donc pour vous resituer un petit peu avec qui a travaillé Kerhui et pourquoi, lorsque j'ai entendu son nom, ça a tout de suite attiré mon attention. Après, quand le prêtre Egli est venu, j'ai continué à écrire à la machine pour compiler des documents. Plus tard, j'ai travaillé avec Hu Li et j'écrivais aussi avec cette machine. C'était plus fatigant parce que je devais tout faire en 3 exemplaires. Un pour elle, un pour moi et un autre. Ensuite, Hu Li m'a fait venir à Taipei, à l'Academia Sinica. Au bout de 3 mois, je ne me sentais pas bien. Je ne suis pas habituée à avoir les murs si proches. J'avais les yeux gonflés. Alors je lui ai dit que même si je pouvais lire les documents d'autres chercheurs sur les Taïwan, ça ne me convenait pas. Je n'étais pas bien. Je voulais rentrer chez moi. Quand j'ai des questions, je peux demander à ma mère, mais à l'Academia, je n'ai ni professeur ni ami. Donc Hu Li m'a laissé rentrer à la maison. C'est à ce moment qu'elle m'a dit d'apprendre à utiliser un ordinateur. Elle a demandé à Madame Nien Xiaolien de m'apporter un ordinateur à la maison. Il l'a installé et puis est reparti. Mais sans personne pour m'apprendre, je ne savais pas l'utiliser. Alors plus tard, j'ai demandé l'aide d'une institutrice de l'école primaire de Tuban, Madame Tsai, qui est venue et m'a montré sur quel bouton appuyer pour l'allumer. Le travail de Kerhui a donc permis de documenter avec plus de précision et de justesse d'abord des histoires et puis également des rites des Taïwan. Une fois, Hu Li voulait publier un livre sur les Taïwan et m'a envoyé des documents à relire, vérifier le Taïwan et le mandarin et corriger s'il y avait des erreurs. Après l'avoir relu, je devais tout renvoyer à l'Academia Sinica. À cette époque, Hu Li se penchait surtout sur les rites et les cérémonies. Je me suis rendu compte qu'étudier des chamans était bien plus difficile que de retranscrire des histoires. Que ce soit la cérémonie des 5 ans, la fête des récoltes, les rituels à la naissance d'un bébé, le passage à l'adolescence, la pose du toit d'une maison ou quand on tue un cochon. Tuer un cochon est quelque chose de plus général pour les rites moins importants.
Au début, c'était dur parce que je suis pas chamane et je devais demander beaucoup de noms spécifiques employés dans le rituel. Il y a les objets qu'on va appeler différemment si c'est dans la vie quotidienne ou si c'est dans le cadre d'un rite. Par exemple, une calebasse est appelée vouasse d'habitude. Dans le rite, lorsqu'on l'utilise, ça devient Louis. Ensuite, Kehui explique que certains textes ne sont pas fixes. Il y a des parties qui ne changent pas, mais d'autres sont adaptées. Par exemple, lors de la naissance d'un bébé, il va avoir des parties qu'on ajoute et qu'on ajuste selon les circonstances. Ce sont des rites que Kehui a pu observer et filmer à Pindong plusieurs fois, mais à Tuban, elle n'a jamais eu l'occasion de filmer une cérémonie de naissance de bébé, ni de rite de passage à l'adolescence d'ailleurs, mais elle a pu en filmer dans le vieux village de Gulor. Récemment, elle est plus intéressée par la cérémonie des 5 ans. Kehui explique que toutes les vieilles chamanes sont déjà décédées et maintenant, à Tuban, les chamanes qui officient sont jeunes ou en tout cas elles sont nouvelles dans leur fonction de chamane. À Gulor également, où elle avait fait plus de recherches, ce sont toutes des jeunes. Et donc elle était curieuse de voir quelle différence il y a entre les manières de célébrer les rites par les jeunes chamanes comparées aux anciennes et quelles innovations sont faites également. Elle explique donc que les jeunes chamans sont capables de réciter les paroles des rituels, elle les récite avec fluidité, mais par contre, la langue utilisée est devenue beaucoup plus proche de la langue courante paiwan. Elle dit maintenant on comprend tout, alors qu'avant, lorsque c'était les vieilles chamanes, beaucoup de mots ou d'expressions étaient vraiment beaucoup moins faciles à comprendre. Les chamans utilisent une langue qui est aussi le paiwan, mais qui est peut-être plus recherchée ou avec des manières détournées, avec des adjectifs. On pourrait dire que les mots utilisés ne sont souvent pas aussi directs que dans la langue de tous les jours. Et donc, pour une personne non initiée, c'est plus difficile de comprendre ce qu'elles disent, mais donc Kehui explique que la langue des chamans se simplifie. Un autre changement majeur, c'est le non-respect de certains tabous, puisque cette année, lors de la conférence de presse qu'il y a eu en amont du Festival des 5 ans, des gestes d'invocation des ancêtres ont été réalisés par plusieurs personnes qui ne sont pas du village, qui ne sont pas paiwan. La chanson du Maliovok, qui normalement ne peut pas être chantée à ce moment-là, qui ne peut pas être chantée en dehors des quelques jours de cérémonie, a été chantée pour des personnalités publiques et les journalistes. Chose qui était loin de plaire à tout le monde. On en a parlé plus dans l'émission de mardi dernier sur le Maliovok. Mais voilà, c'est un autre changement que Kehui observe par rapport à l'évolution de cette cérémonie. Et puis, comme elle le disait, ce sont des chamans qui sont plus jeunes, qui ne savent pas forcément comment faire. Madame Chen, qui est l'une des 3 chefs de village de Tuban, sachant qu'être chef de village est une fonction héréditaire, donc qu'elle a commencé à assumer en l'occurrence au décès de sa mère, nous a expliqué à quel point les recherches de Kehui et toutes ses annotations ont été d'une grande aide pour perpétrer la tradition du rituel du Maliovok lorsque elle a pris ses fonctions en tant que chef de village. La dernière cérémonie des 5 ans, ma mère était déjà partie. C'était la première fois que je devais diriger la cérémonie. Mais comme mes chamans ne savaient pas trop comment faire, j'étais bien embêtée. Et Kehui est venu avec un livre avec ses recherches pour nous enseigner quoi faire. J'étais soulagée d'avoir cette aide. J'ai remercié les ancêtres. C'est grâce à elle que tout s'est bien passé. Cela montre bien que le travail de Kehui est à la fois d'une valeur inestimable pour la communauté scientifique, pour les linguistes, les anthropologues, les ethnologues, mais aussi et surtout pour sa propre communauté, puisqu'elle met ses recherches et ses annotations au service de la nouvelle chef de village
et ça permet de guider les plus jeunes personnes qui doivent prendre la suite pour l'organisation du rituel du Maliovok. Une cérémonie qui, je le rappelle, a été célébrée sans interruption dans le village de Tuban une fois tous les 5 ans.